Bienvenue sur le toit du monde, ou plutôt non, quelque part au-dessus de la vallée de Brezon. Un hélicoptère de la production tombé en panne, donc je suis un peu essoufflé parce qu'on est venu à pied, la femme du vieux et moi, le vieux. Plus sérieusement, vous avez souvent dû entendre, comme moi, que l'espérance de vie était catastrophique autrefois. Souvent autour de 20-30 ans, au Moyen-Âge, que la médecine était inexistante et que les gens tombaient comme des mouches d'épidémies ou de famine. De quoi mourrait-on réellement avant? De quoi meurt-on maintenant, que ce soit ailleurs ou ici? Et cette connaissance pourrait-elle nous servir à vivre mieux et plus longtemps? Je vous en dis un peu plus dans un instant. Bienvenue sur la chaîne, je suis le vieux. Et de plus en plus concerné par ce sujet à mesure que mon temps s'écoule. Alors, de quoi mourrait-on avant? Quand on regarde les archives, les registres paroissiaux, les récits de voyage, les études historiques, on découvre un tableau très différent de ce qu'on nous raconte souvent. On ne mourrait pas à 20 ans. Par contre, on mourrait beaucoup avant 5 ans. La terrible moyenne des 20 ans d'espérance de vie vient surtout de là. Les infections infantiles, la diarrhée aiguë et la déshydratation, la rougeole, la variole, les pneumonies, la malnutrition, les fièvres, les naissances difficiles. L'enfance était un âge plein de dangers. Mais ceux qui passaient ce cap pouvaient vivre longtemps. 60, 70, parfois 80 ans et plus. On retrouve dans les textes des vieillards, des grands-mères âgées, des anciens respectés. Simplement, ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui à atteindre cet âge. Les grandes causes de mortalité avant le XXe siècle étaient globalement les mêmes dans toute l'humanité. Infections, traumatismes, malnutrition, guerre, eau non potable, accouchements dangereux, absence d'hygiène, absence de soins. C'était un monde où l'on pouvait mourir d'un simple abcès, d'une coupure mal nettoyée, d'une mauvaise chute, d'un hiver de fièvre. Et j'insiste sur un point crucial, dans les pays dits non développés, aujourd'hui encore, on meurt encore comme avant. En 2025, la première cause de mortalité d'un enfant au sud du Sahel, c'est la diarrhée aiguë non traitée. Font également des ravages la pneumonie, la déshydratation, le paludisme, la septicémie après une blessure. Des choses qui ici ne tuent plus ou très rarement. C'est un rappel important pour comprendre notre temps. Le passé n'est pas si loin et il n'a pas disparu partout. Sur un plan anthropologique, quand on lit les témoignages d'époque, ce qui frappe, ce n'est pas seulement la mortalité, mais c'est aussi la familiarité avec la mort. Un enfant malade, on disait « il est faible » et on continuait à travailler. Une fièvre, on espérait que ça passe. Un accouchement, on priait. Une blessure au travail, on serrait les dents, on mettait un linge et on retournait au champ. La mort n'était pas un drame, c'était un élément du paysage, comme la pluie, comme la famine, comme les récoltes. Ce rapport à la mort, beaucoup de pays du monde l'ont encore aujourd'hui. Cela nous rappelle par contraste que dans les pays dits avancés, notre rapport à la mort, effrayé, médicalisé, refoulé, n'a rien de naturel. C'est une construction culturelle, parmi d'autres, propre à nos sociétés et loin d'être la norme dans le monde. La grande transition a été celle de l'hygiène, eau potable et antisepsie. Historiquement, cette grande transition épidémiologique, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas la médecine moderne qui sauve l'humanité. Non, ce sont des choses beaucoup plus simples. L'eau potable, les égouts, l'hygiène des mains, la pasteurisation et la conservation des aliments, l'asepsie, l'isolation des malades. Et c'est l'ensemble de ces mesures qui va provoquer notamment la baisse massive de la mortalité infantile. L'espérance de vie a grimpé, oui, mais ce n'est pas grâce à une révolution des médicaments. C'est grâce à une révolution de l'hygiène. Les démographes appellent cette bascule la transition épidémiologique. C'est le moment où l'on cesse de mourir de causes venant de l'extérieur, infections, blessures, eau sale, pour commencer à mourir de maladies chroniques venant de l'intérieur, c'est-à-dire des habitudes de vie façonnées par notre environnement moderne. Habitudes qui impactent nos artères, notre pancréas, notre cœur et notre cerveau. Pour mesurer l'importance de l'hygiène, il suffit de se rappeler que ce qui a contribué massivement à doubler l'espérance de vie, ce n'est pas un médicament, mais le simple fait de se laver les mains avant un accouchement. Ce fut le combat de Semmelweis au XIXe siècle. Le pauvre homme a été ridiculisé par ses pairs, parce qu'il osait dire que les médecins tuaient les femmes
en passant de la morgue à la maternité, sans se laver les mains. Aujourd'hui, cela paraît évident, mais à l'époque, c'était une révolution anthropologique. C'est l'hygiène qui a sauvé l'humanité, pas les médicaments. Et encore une fois, cette transition n'a pas eu lieu dans tous les pays. Et même, les quartiers délaissés de certains pays riches vivent encore dans des conditions proches de celles du XIXe siècle. On ne vit pas longtemps parce que la médecine moderne est partout. On vit longtemps là où on ne subit plus les maladies du passé. Alors, de quoi meurt-on aujourd'hui dans les pays avancés? En préambule, une chose que l'on oublie souvent, nos maladies modernes ne sont pas toujours accidentelles, elles sont souvent les résultats logiques de notre style de vie. Considérez quelqu'un qui dort mal, mange vite, ne bouge pas assez, vit sous pression, respire l'air pollué, n'a plus de lien social solide, jongle entre écrans, notifications et obligations. Eh bien, son corps passe en mode inflammation chronique. C'est un feu de forêt microscopique. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il brûle lentement. Et ce feu-là détériore tout, les artères, le pancréas, le système immunitaire, le cerveau, l'humeur, le sommeil. C'est pour cela que les maladies du cœur, les AVC, certains cancers et même Alzheimer sont de plus en plus reliés à notre mode de vie, tel qu'il a évolué ces dernières décennies. Et c'est précisément parce que ces maladies viennent de nos modes de vie, de nos habitudes et de notre environnement qu'on peut agir dessus et que la prévention devient alors potentiellement si puissante. Aujourd'hui, dans les pays riches, on meurt presque tous des mêmes choses. Maladies cardiovasculaires, cancer, AVC, insuffisance rénale, diabète de type 2, maladie d'Alzheimer et maladies neurodégénératives, maladies respiratoires chroniques, accidents. Et, de plus en plus, sédentarité, stress, isolement, inflammation silencieuse, sommeil désorganisé, surconsommation et inactivité. Ce ne sont plus des maladies de la nature, ce sont des maladies de civilisation. Pendant que nous éradiquions les grandes épidémies du passé, un autre type de maladie a progressivement pris toute la place, celles qui viennent de nos modes de vie modernes. Et pendant ce temps-là, dans les pays pauvres, on meurt encore de ce qui tuait avant. Diarrhée, paludisme, tuberculose, septicémie, pneumonie, complications de l'accouchement, manque d'accès à des soins simples. Le monde n'a pas la même mortalité partout, il a une mortalité à 2 vitesses. Pourquoi la médecine curative moderne s'améliore-t-elle si peu? On entend souvent dire que la médecine progresse chaque année, et c'est vrai, mais ça dépend pourquoi. Pour les traumatismes, les urgences, l'anesthésie, la chirurgie, la néonatologie, les infections graves, les transfusions, oui, nous avons fait des progrès spectaculaires. Mais pour les maladies dites de civilisation, qui représentent aujourd'hui la majorité des décès dans nos pays, les progrès sont lents, coûteux et souvent décevants. Pourquoi? Parce que la médecine reste structurée comme au XXe siècle, un symptôme, une molécule. C'est utile, cela sauve des vies, ça soulage. Cela repousse provisoirement la mort, mais ça ne transforme pas les fondements de la santé. La médecine moderne, au sens scientifique, pourrait être préventive, systémique, holistique. Mais dans les faits, notre médecine moderne occidentale s'est historiquement structurée comme une médecine d'urgence, de réparation, d'apaisement, de traitement du symptôme. C'est un choix culturel, institutionnel, politique, historique, pas une nécessité intrinsèque. D'ailleurs, les médecines traditionnelles chinoises ou ayurvédiques, la médecine de santé publique, épidémiologie, hygiène, nutrition et urbanisme, et les approches environnementales de santé ne sont pas du tout curatives dans leur essence. Et là, il faut parler d'un sujet important mais souvent mal compris, les laboratoires pharmaceutiques. Un laboratoire pharmaceutique, ce n'est pas une ONG, c'est une entreprise privée, cotée en bourse, et dont l'objectif numéro 1 est de générer du profit. Ce n'est ni bien ni mal, c'est la structure même du capitalisme moderne, mais cela implique une conséquence très claire. Un laboratoire n'a pas d'intérêt économique à développer des remèdes pour des populations non solvables. Le résultat, beaucoup de maladies du Sud n'ont pas eu leur révolution médicale. Et chez nous, la médecine innove surtout là où il y a un marché solvable, cancer, diabète, Alzheimer, c'est-à-dire surtout des traitements chroniques. Dans La Constance du jardinier, John le Carré raconte l'histoire d'une firme pharmaceutique qui teste un médicament dangereux sur des populations africaines, pauvres, invisibles et surtout non solvables. Ce n'est pas qu'une caricature. Ce roman est certes une fiction, mais il s'est inspiré de scandales bien réels et documentés,
comme l'affaire Pfizer au Nigeria dans les années 90, où des tests ont été menés sur des populations vulnérables sans consentement éclairé. De tels scandales sont régulièrement documentés et parfois condamnés par la justice, à savoir tests non déclarés, effets secondaires dissimulés, absence de suivi, absence d'indemnisation. Quant au manque total d'intérêt à développer des traitements pour des populations incapables de payer, c'est violent. Mais c'est la réalité du marché. Un laboratoire n'est pas une organisation à but humanitaire. Il suit la logique du capital. Investir là où il y a un retour sur investissement. On soigne mieux les cancers occidentaux, les maladies chroniques des pays riches et les pathologies longues dont les traitements au long cours, parfois toute une vie, deviennent pour l'industrie des marchés très rentables. Mais pour le paludisme, la tuberculose, les infections ou les maladies des pays pauvres, il y a très peu d'innovations récentes. Pas parce que les scientifiques seraient méchants ou cyniques, simplement parce qu'aucune entreprise privée ne peut investir des milliards dans un marché où personne ne peut acheter le produit. La logique économique, bien sûr, a aussi permis des innovations majeures pour certaines maladies. Le problème n'est pas l'innovation en soi, mais son orientation par la seule logique du profit, qui laisse de côté les maladies non rentables. Sur un tout autre plan, il nous faut maintenant parler d'un deuxième problème majeur, propre à l'orientation moléculaire de notre médecine occidentale, la complexité biochimique réelle. Il faut en effet comprendre à quel point la machine humaine est complexe. En matière de médicaments, la biochimie appliquée est beaucoup plus compliquée que les petites flèches bien propres qu'on voit dans les manuels. Une molécule n'a jamais un seul effet, mais plusieurs, voire vraiment beaucoup. Certains sont bénéfiques, d'autres neutres, d'autres encore nuisibles. En biochimie, modéliser l'effet de 3 molécules actives simultanément est déjà ardu. Imaginez une table de billard avec 3 boules en mouvement. C'est difficile, mais on peut encore à peu près modéliser ce qui va se passer. Mais mettez-en 10 et c'est imprévisible. C'est exactement ce qui se passe dans une ordonnance à 10 médicaments. Personne, vraiment personne, ne peut prédire l'ensemble des interactions. Pas par manque de compétences, mais par simple impossibilité mathématique. Et ce, parce qu'on se retrouve dans un chaos d'interactions. Pourtant, dans la vraie vie, je vois, comme vous, des ordonnances à 10 médicaments et plus, où l'effet secondaire d'un premier médicament est compensé par un deuxième médicament qui produit lui-même, en plus de l'effet correcteur, un autre effet nocif celui-ci, que l'on va essayer de compenser, et ainsi de suite. Et cette situation n'est la faute de personne en particulier. C'est la conséquence d'une médecine symptôme-molécule qui fait ce qu'elle peut dans un système incroyablement complexe. Le résultat, c'est que l'on prolonge des vies, mais pas forcément des vies en bonne santé. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Nous avons tendance à penser que tout va mieux, que la médecine progresse, que la technologie nous protège, que la sécurité matérielle nous rend moins vulnérables. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Aux États-Unis, par exemple, depuis 2015, l'espérance de vie recule année après année. Pourquoi ? Obésité, diabète, opioïdes, maladie du désespoir, pauvreté, isolement, stress, mauvaise alimentation, travail précaire, sommeil fragmenté. Autre exemple, la France a l'un des systèmes de santé les plus coûteux d'Europe, qu'elle se paye grâce à un haut niveau de prélèvement fiscal. Record, lui aussi. Mais malgré cela, la France a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés de l'Europe de l'Ouest, ce qui interroge sur l'efficacité de notre modèle. Et l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire recule. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux faibles. Les signes d'un système qui soigne, oui, mais qui ne crée plus forcément de la santé. Ainsi, dans les faits, on assiste dans beaucoup de pays occidentaux dits développés à un recul de l'espérance de vie en bonne santé. C'est ce qu'on constate depuis 15 ans en France, où l'espérance de vie en bonne santé recule et où l'espérance de vie tout court stagne. Dans d'autres, tels que le Royaume-Uni et les USA déjà évoqués, elle redescend même. Aux États-Unis, la mortalité infantile remonte malgré les dépenses de santé les plus élevées au monde. C'est paradoxal. On pourrait presque avoir l'impression que plus un pays dépense en santé, plus son espérance de vie stagne. C'est exactement ce qu'on voit aux États-Unis, dont le système de santé extrêmement coûteux ne semble pas avoir d'impact positif majeur sur la santé réelle des populations. Ces chiffres posent en creux la question des limites du modèle un symptôme, une molécule.
Peut-on vraiment acheter la santé? Et si oui, le complexe pharmaceutique peut-il vraiment nous la vendre? Ou bien dépend-elle d'autre chose? Sur quelles données reposent ces chiffres pour le moins catastrophiques? Comment sait-on tout cela? Eh bien, grâce à des données solides, issues de différentes méthodes scientifiques. Pour bien comprendre la mortalité moderne, il faut aussi comprendre comment les chercheurs travaillent réellement. Les grandes études de population, Framingham, EPIC, Adventist, suivent parfois une même cohorte, par exemple 30 000 personnes, pendant 40 ans. Et l'on note tout, ce qu'ils mangent, comment ils dorment, leur niveau de stress, leurs habitudes, leur activité physique, leurs relations sociales, leur métabolisme, des données sur leur microbiote, leurs bilans médicaux. Puis on laisse le temps faire son œuvre. On observe les liens, les corrélations entre facteurs. D'autres études comparent de vrais jumeaux, dont le patrimoine génétique est pratiquement identique, mais que les hasards de la vie ont séparé. Ce qui varie entre les deux jumeaux, quand leur milieu est différent, est considéré comme dépendant de l'environnement, habitudes de vie, alimentation. Et au contraire, ce qui varie peu relèverait en grande partie des gènes. On peut également étudier le devenir de populations ayant émigré. On constate ainsi qu'un Japonais quittant le Japon, où il avait une alimentation japonaise traditionnelle à base de riz et de poisson, perd son avantage japonais cardiovasculaire en une génération, s'il s'installe par exemple en Californie et en adopte le mode de vie. De grands instituts français tels l'INED ou l'INSEE, ou mondiaux comme l'OMS, suivent également la mortalité mondiale, quasiment en temps réel. Enfin, certaines des données les plus fiables viennent du monde de l'assurance, là où il n'y a ni idéologie, ni émotion, juste de l'argent, et où l'on se pose les questions suivantes: qu'est-ce qui augmente les probabilités de mourir et quand? Eh bien, toutes les sources précédentes racontent la même histoire. Quand on recoupe tout cela, on voit apparaître une carte très précise de ce qui tue et de ce qui protège. Et la bonne nouvelle est que nos grandes causes de mortalité sont modifiables, au moins en partie, car notre santé dépend plus de notre terrain, de nos habitudes de vie, de notre environnement, de notre niveau de stress, que de nos gènes. Parce qu'à la fin, la question n'est pas comment ne pas mourir, car on ne peut y répondre, et cela ne mobilise donc personne, à part peut-être quelques milliardaires transhumanistes sur le retour, revenus d'une congélation cryogénique devenue passablement démodée. Non, la vraie question c'est comment vivre longtemps, oui, mais surtout comment vivre bien. Et ça, c'est à la portée de chacun, chaque jour, à tout âge. Dans la seconde vidéo, nous allons donc entrer dans le détail du quatuor de tête, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes de type 2 et les maladies neurodégénératives. Les 4 grandes causes de mortalité dans nos sociétés et surtout les plus sensibles à la prévention. Nous verrons les chiffres précis, les facteurs de risque, les leviers de prévention et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour vivre plus longtemps et surtout mieux. Parce que durer à tout prix, mais sans qualité de vie, ce n'est pas forcément un progrès humain. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.